Bonjour, nous allons étudier ensemble la cinquième sikha, dans Chelek Tedvav de l'écoute Sikhot sur la paracha de Vaishlach. Et le rabbin nous dit la chose suivante. Echad ha-malachim asher malchu beretz Edom. Un des rois qui était roi dans la terre de Edom, Lefnei Loch melech libn Israël, avant il y ait des rois juifs, Haya Yovav ben Zerach mi Batsra. C'est Yovav ben Zerach de Batsra. Adivra Katuv Alalon, sur ces mots-là du pasuk, donc ils sont שמלכו לבני אסתרה יואב בן מצה, יואב בן זרח מבצרה, פרק מהשאלה explique la chose suivante. Batsra, Mehareh Moab. Ça faisait partie des villes de Moab. Shnema, Val Keriot Val Batsra, comme il y a un passage qui nous dit qu'il parle de Keriot et Batsra, qui était juste à côté de Edom, où le fils Shemida Melech le Edom, étant donné que Batsra a soutenu, a offert, si on peut dire, a donné un roi à Edom, a-t-il le côté même dans le futur, à l'époque de Mashiach, elle va être frappée, punie en même temps que Edom. Shneimar, qui zevach l'Hashem Batsra, parce qu'il nous dit que Hachem va détruire Batsra. Il faut comprendre. En quoi est-ce que le fait que Batsra fait partie des villes de Moab, en quoi est-ce que c'est important au niveau du Pshat? Encore une fois, c'est Rashi, donc Rashi c'est le Pshat. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas dans le Pasuk? Pas une question de géographie, si on peut dire, mais qu'est-ce qui n'est pas compréhensible dans le Pasuk? Et Rashi vient répondre en disant que Botsra, c'est une ville qui appartenait à moi. Alors, il y en a qui expliquent. Que Rashi veut répondre à une question, qui est pourquoi est-ce que le Pasuk a besoin de nous dire d'où est-ce qu'il vient cette personne-là, ce roi, Yovav ben Zerach. Pourquoi est-ce qu'il vient de cette ville-là? Je dis, ok, d'Elodia, ça vient pour nous informer, Shatida Botsra, le côté même, que dans le futur, Botsra va être puni avec eux. Parce que Botsra a produit un roi pour Edom. Maintenant, ce n'est pas une explication qui est compréhensible, ce n'est pas une explication qui est suffisante. Parce que basé sur ça, ça même c'est un problème. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir? Pourquoi est-ce que c'est important encore une fois au niveau du Pshat? De savoir que Botsra va être puni avec Edom. Et on ne parle pas dans ce passouk-là de l'époque à laquelle Edom ou Botsra va être puni, qui va être la à l'époque de Mashiach. Rien à voir avec ça dans le psukim. Donc pourquoi est-ce qu'on va... Quelle est la question à laquelle Rashi va répondre dans le pshat? Et encore plus important, dans chacun des rois de Edom qui sont mentionnés ici. Levad Mechala, pas un. À chaque fois, le pasuk nous dit d'où est-ce que ce roi vient. Et Rashi ne nous explique pas pour les autres. Il termine encore plus que ça. Pour le dernier roi, le pasuk vient longuement en disant et là, donc non seulement on nous donne le nom de la ville, d'où il vient, et là, on nous dit Shemishto Metavel. Sa femme s'appelait Metavel. D'autres détails. On dit que Metavel était Bat Meta Bat Mezav, la fille de Meta, qui elle-même était la fille de Mezav. Rashi nous expliqua pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir tous ces signes pour savoir qui était ce roi en particulier. Il explique juste un terme, qui est Mezav. Donc, clairement, Mizem va nous dire le rabbi, de là on voit que quoi? Sur Derech Hapshat, le Chatchila, basé Kol Kusha, Derech Hapshat, t'as pas la question de savoir pourquoi est-ce qu'on nous donne certains détails. Chacun Derech Hakatuv, là, c'est pas Tem Simanim, parce que pour une raison ou une autre, le Pasuk rajoute des descriptions. Dans ce cas-là, Madoua aussi Rashi Pirosh Bio Dafka mi Batsapot. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Rashi va nous expliquer Dafka cet endroit-là, cette ville, en nous expliquant où elle était ou à qui elle appartenait? Puis va Bagdim Abur Pasuk Shibonema Psora Odot Gadlut Malchut Edom Israël. Pour répondre à ça, ce que Rashi vient comprendre, on a besoin de retourner, je dirais à la base, retourner aux psukim qui vont être la source de ce qu'on vient nous dire dans la paracha. Parce que qu'est-ce qu'on va nous dire dans la paracha? On a les rois de Edom et les rois d'Israël. D'où est-ce que vient le fait qu'il y aura ces deux, disons, empires, ou ces deux pouvoirs? On a dans la paracha de Toldot.
on nous dit que Rivka était enceinte. Et elle avait à l'intérieur d'elle ces deux enfants qui se battaient. Et qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Que le Navi lui a dit, Shem lui a dit, il y a deux nations dans ton ventre, et euh, deux nations aussi, dans un autre terme, le Neum, qui vont se séparer de tes entrailles. Ensuite, on dit, il y a une nation va devenir plus forte que l'autre, et verra, mais le plus grand, Yavod va servir le plus jeune. Sham, là-bas, au début de cette paracha-là, sur les mots, donc une nation d'une autre va se renforcer. Puis Rashi explique la chose suivante. Ils ne vont pas être équivalents au niveau de leur grandeur. Que chez Zekam, Zenofel. C'est de quoi qu'une nation va se renforcer par rapport à l'autre. Quand une nation se lève, l'autre va tomber. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une nation qui sera prédominante. Voilà, si on pasuk, mais quand c'est marqué plus tard dans le pasuk, c'est-à-dire que le plus âgé, le grand, va servir le plus jeune. Le Pérish Moma, Rachid ne nous explique pas. Il nous explique quoi? Rien du tout. Mais nous, ce n'est pas compréhensible. Comment quand il y a un, va se lever, l'autre va tomber. Comment est-ce que ça peut marcher en même temps avec ce qui est marqué à la fin du pasuk? Et à la fin du pasuk, on n'est pas entré dans les détails. Mais ça de manière générale, qui est le plus grand va servir le plus jeune. On a l'impression que c'est quelque chose qui va être constant. Ce n'est pas quelque chose qui dépend de certaines conditions. C'est-à-dire, on a apparemment une contradiction, qui est qu'au niveau de la nation, ou le homme et le homme, les deux nations ne seront pas égales. Des fois, l'aîné sera supérieur au plus jeune, disons Esav à Yaakov, et des fois, ça va être le contraire. Des fois, c'est le peuple juif qui va être supérieur à Edom, ou Yaakov à Esav. Comme c'est marqué, comme c'est Nofel, ça dépend qui va prendre le dessus. Des fois un, des fois l'autre. Comment c'est possible qu'en même temps, on a à la fin du passage qui nous dit que ce sera toujours comme ça, que quoi, Esav servira à Yaakov. Donc on a l'impression que Yaakov sera toujours le plus fort. Alors que le début du passage nous dit non, ça dépend. Des fois oui, des fois non. Donc apparemment, ces deux parties du passouk se contredisent l'une l'autre. D'ailleurs, nous dit le Rabbi, Midrash, c'est vrai que dans le Midrash d'ailleurs, italien, c'est marqué sur cette idée-là, Zacha Yavod Milav Yaved, que si Yaakov a le mérite, dans ce cas-là, ça va le servir. Mais s'il n'y a pas ce mérite-là, Yaved, au contraire, c'est lui qui va devoir servir. Alors, Rashi le Midrash, mais ça, c'est le Midrash, Rashi n'a pas ramené ce Midrash. Donc, on a un problème dans le Pshat, qui a une solution que Chazal donne, que Rashi ne ramène. Comment est-ce que Rashi peut expliquer dans le Pshat cette contradiction au niveau des psukim? Rabbi Obo, voilà l'explication. Quand il s'agit de deux nations, Rashi nous dit en fait non. Goïm, il ne faut pas lire ça comme des nations, mais Geim, des gens fiers. On parle de gens d'individus particuliers. C'est marqué quoi? Elo Antoninos Verabi. C'est une référence à Antoninos, l'empereur romain, et Rabbi Udanasi. Bien sûr, Antoninos était un descendant de Esav, d'Edom, et Rabbi Udanasi, un descendant de Yaakov. Et donc, Shnei Goïm, c'est quoi? Shnei Geim, deux gens de qualité supérieure, qui se retrouvent, et ça, c'est Antoninos et Rabbi. Ça, c'est l'explication de Rashi. Al-Shnei Leumim, quand on parle de deux Leum, deux nations, Katav, Elum et la Malchut. C'est quoi Leum, Malchut? Un royaume. Haïno, chez Divra Goïm, Shnei Goïm, Shnei Leumim, Enan Kefel Hashem. Ça veut dire que d'après Rashi, la raison pour laquelle Shem a dit à Rivka, et cette répétition dans les psukim, Shnei Goïm et Shnei Leumim, c'est pas dire deux fois la même chose, parce qu'en fait, Goïm, ça peut être une nation, un peuple, et Goïm Leumim, une nation. On aurait pu dire que c'est la même chose. Non, d'après Rashi, ce n'est pas une répétition de Yofem Litza pour la beauté du texte, etc. Et la Kavana, les bêtes Sogim Fren, on parle en fait de deux sortes, de caractéristiques différentes, deux individus différents, pas deux individus, deux concepts différents. Shnei Goïm Bitner, quand il s'agit de Shnei Goïm, Yaakov et Esav, on parle de Yaakov et de Esav. Et leur descendance, mais on parle d'individus. Comme on avait vu, Antoninos et Rabbi Yodanasi, deux individus. Et le Shnei Lomim, par contre, quand on parle de deux nations, d'abord de Yaakov et Esav comme Malchut. On parle de Yaakov et d'Esav en tant que royaume. Malchut, Rashi nous dit. Shnei Lomim, c'est deux Malchuyot.
Le fils de Mouvan, donc de là on comprend que quoi? Ces deux points-là, qui sont mentionnés dans le passage, qui est où l'homme, mais l'homme, une nation va devenir plus forte que l'autre nation. Et que le plus grand va servir le plus jeune. C'était la continuation de ce qui est marqué avant, et c'est-à-dire la continuation des deux catégories dont on a parlé avant. Le homme, mais l'homme, quand on parle du modèle homme, on a vu dans Rashi, qu'un Malchut, Israël, Yaakov, Malchut Edom, on parle du royaume, on parle de la nation d'Israël, qui est Yaakov, et la nation de Edom, qui est ça. Les familles le font. Effectivement, quand on parle de nation, des fois une nation sera plus forte que l'autre, des fois c'est l'opposé. Par contre, quand on dit que Rav Yavot Saïr, là on ne parle plus de la nation. D'abord, Yaakov et Esav, on parle de Yaakov et d'Esav et de leur descendance, mais en tant qu'individu. Ou basé là, Rav Yavot Saïr Temid. Et là, le plus âgé, le grand, va servir le plus jeune, et ça, c'est de manière constante. Donc, au niveau de l'individu, il y aura toujours cette bracha que Yaakov a reçue, qui est que Rav Yavot Saïr, le plus jeune, va être servi par le plus âgé. Et on voit la même chose plus tard, qui est répétée dans les brachot d'Israël à Yaakov. Avec Ver Lachicha. Yaakov a reçu une bracha par Yitzhak qui est avec Ver Lachicha, que tu vas être le plus fort au-dessus de ton frère. Aucune limite, aucune question de temps, des fois oui, des fois non, de temps en temps, la plupart du temps, non. Et avec Ver Lachicha, c'est toi qui vas être le maître. Donc, c'est pas de naï que des fois ça va être comme ci, des fois que ça pas comme ça, ou bien c'est si tu mérites pas. Non. C'est une bracha. Non seulement c'est une bracha que Yitzhak a donné à Yaakov, que tu vas toujours être le gvir, tu vas toujours être celui qui sera le plus fort. Et donc, pour revenir au mot de psukim de ce que Shem avait dit à Rivka, que Rav Yavot Saïr, que le plus jeune sera le patron, si on peut dire, sera servi par le plus grand. Mais pour cette même raison, Yitzhak a dit à Esav d'ailleurs, quand Esav est revenu plus tard, une fois qu'Yaakov est sorti, Esav revient, Yitzhak lui dit trop tard, j'ai donné ma bracha. Et ça veut dire, donne-moi une autre bracha. Et Yaakov lui dit quoi? À quoi ça va te servir? En quoi ça va t'aider que je donne une bracha? Et si tu vas acquérir des biens, des possessions, ça va appartenir à ton frère. Pourquoi? Parce que ce qui appartient à un esclave appartient automatiquement à son maître. Donc tu es l'esclave de Yaakov. Donc je ne peux rien faire. Donc cette bracha-là, elle a été donnée, elle a été prophétisée par Shem, par Rivka, elle a été répétée par Yitzhak, à Yaakov et à Esav, dans ce sens-là. Par contre, il y a une autre chose que Yaakov a dit, Yitzhak a dit par contre, quand Kasher Tarid, quand le peuple juif va transgresser la Torah, à ce moment-là, pour rejeter le joug de Yaakov, du peuple juif, de ton coup. C'est-à-dire, même au moment où le peuple juif va être bas, Esav n'aura pas les brachot. Parce que même à ce moment-là, il est le serviteur de Yaakov. Mais il y aura quelque chose que Esav aura gagné. C'est à ce moment-là, il pourra rejeter le joug de sa servitude. Donc, on a un concept général qui est que, au niveau individuel, Esav est le serviteur de Yaakov. Au niveau de la nation, ça dépend. Maintenant, on a un problème avec ça. Basé sur ce concept-là, on va retrouver un problème. C'est quoi le problème? On revient à notre pasuk, avec lequel on a commencé la sikha. Voilà les rois qui ont régné sur la terre de Édom avant qu'il y ait des rois pour le peuple juif. Et donc, ce pasuk vient nous enseigner comment est-ce que ça s'accomplit, le fait qu'une nation va se renforcer par rapport à l'autre, que quand une est levée, l'autre tombe. Que les rois de Édom étaient rois avant qu'il y ait des rois pour le peuple juif. Ou mais qu'en après,
Malach Melech ben Israël. Quand on a eu des rois pour le peuple juif en Israël, dans ce cas-là, la Malchut d'Esav est annulée. C'était la fin du royaume de Esav en Israël. Mais étant donné que l'aîné va servir le plus jeune, va avec Velachicha, le plus jeune a reçu la bracha, que c'est lui qui va être le patron, si on peut dire, de son frère. C'est quelque chose qui va être constant en ce qui concerne les individus. Même au moment où le peuple juif va être en bas, va tomber, et qu'à ce moment-là, ils savent pouvoir rejeter le joug. Mais au niveau de l'individuel, on a vu que ça sera toujours servant de Yaakov. Maintenant, comment est-ce que c'est possible que les Bnei Esav ont eu des rois au même moment où il y a eu des rois, il y a eu des rois donc, pour le peuple juif, de la même manière. Sans qu'il y ait quoi que ce soit pour indiquer, pour exprimer cette bracha, que Yaakov va être le boss, le roi, le patron de son frère à tous les temps. C'est-à-dire, ce que l'arbitre dit, c'est la chose suivante. Comment est-ce que c'est possible? Et puisque le Passouk fait un parallèle, le Passouk nous dit que Esav a eu des rois, avec une liste de rois, avant qu'il y ait des rois juifs. Mais ça veut dire quoi avant qu'il y ait des rois juifs? C'est-à-dire, on met un parallèle. C'était plus ou moins la même chose. Il y a eu des rois juifs. Avant qu'il y ait des rois juifs, il y a eu les rois de l'Édom. Mais on avait vu avant que ce n'est pas possible. Puisque Yaakov, c'est le gvir. Esav, c'est le serviteur. Comment est-ce que Esav a pu avoir des rois qu'on met en parallèle dans le Passouk avec les rois d'Israël? Comment est-ce qu'on exprime, comment est-ce que le Passouk vient nous dire qu'il y a eu cette équivalence alors que ce n'est pas possible? Ce n'est pas possible au niveau de la bracha que Yaakov a reçue, de la prophétie qui avait été dite à Rivka, que l'aîné va servir le plus jeune. Donc comment est-ce qu'on peut avoir cette équivalence dans les psukim? Maintenant, au niveau, encore une fois, de la nation, c'est une chose. Mais là, on ne parle plus de la nation, on parle d'individus. On a une liste d'individus. Canal qu'on a vu plutôt, Asher Vayak, Asher Tared Gomra, Pikat Olot, c'est-à-dire qu'on l'a vu d'avant. Quand le peuple juif descend, qu'est-ce qui va se passer? On pourra avoir Pikat Ol, que Esav pourra rejeter le joug. Il y aura qu'il y a des Rachibopel, ça veut dire quoi? Qu'ils ne seront pas en train de servir. Alors, Loshi ou Esav, Gevir, mais alors, même pas que Esav peut devenir un roi. Comment c'est possible que sur la terre d'Israël, Esav devient le roi? Et puis on posait l'explication la suivante. Le pasteur vient répondre à cette question. C'est ça ce que Rashi va nous expliquer. De manière générale, la paracha, et on va voir ce Rashi, après on va y arriver. Qui est que quoi? En fait, en nous disant l'endroit de ce chaque personne est venue, on va comprendre. Tous les endroits qui sont mentionnés ne sont pas de la terre de Édom. Donc, qu'est-ce que ça vient dire? Que tous les rois qui étaient des rois sur la terre de Édom appartient effectivement à Esav, mais les rois eux-mêmes étaient issus d'autres endroits. Ils n'étaient pas les descendants d'Esav. C'était des rois qui sont venus d'autres endroits et donc d'autres nations. De la manière qu'il y a eu à travers l'histoire du monde, les rois qui venaient, je ne sais pas, un roi qui venait d'Angleterre pour être, ou d'Autriche pour devenir la reine de France ou autre chose comme ça. Il y a eu des rois qui sont venus d'autres pays et qui ont pris le contrôle et qui sont devenus les rois de ces endroits qui effectivement qui faisaient partie de la terre de Édom. Et ce que le pasteur vient nous donner, c'est toute une liste de gens avec là où ils venaient pour bien nous indiquer que ces gens-là, au niveau individuel, eux, en tant que rois, n'étaient pas de Édom. Parce qu'effectivement, un individu de Édom ne peut pas contrôler la terre d'Israël, ne peut pas contrôler ce qui appartient à Yaakov. Maintenant, ça c'est l'explication de manière générale. On arrive à un problème. Donc on a compris pourquoi, on a compris comment est-ce que cette liste ne contredit pas la bracha qui a été donnée, que Esav ne pourra jamais, les individus de Esav ne pourront jamais contrôler ce qui appartient à Yaakov. Donc on a la liste de tous les gens et avec l'endroit d'où ils viennent pour bien qu'on puisse regarder, se référer au plan et voir que ce ne sont pas des rois qui sont d'origine de Édom.
ils sont issus de nations, d'autres nations. Maintenant, on a un problème. Maintenant, ça va nous poser un problème avec Yovav. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que Yovav, le roi, était issu de Esav. Pourquoi? Zerach, donc le père de Yovav, est dans la liste des gens qui sont la Aloufé ben Esav, les commandants, les gouverneurs de Esav. Deuxièmement, on trouve plus d'endroits dans les Nivim, on retrouve Batsra comme étant lié à Edom. Donc ça nous donne l'impression que Batsra fait partie des villes de Edom. Et là, pour celui-là, on a un problème. Comment est-ce qu'il peut y avoir un individu de Edom qui va contrôler la terre d'Israël? C'est pour ça que Rashi vient nous dire non. Batsra fait partie des villes de Moab. Même si on a l'impression que c'est une ville qui appartient à Edom, Batsra fait partie de Moab. Et c'est pour ça qu'il a ramené un passage qui nous dit et toutes les villes qui sont mentionnées là-bas dans le Navi font partie de Eretz Moab. Quand c'est marqué d'ailleurs à la fin du passage, qui est toutes les villes dans la terre de Moab. Donc on voit que quoi? Batsra clairement fait partie de Moab. Ça va nous prouver que donc Zerach, qui est donc ou Yovav ben Zerach, les deux, ne font pas partie de Esav. Qui bat Me'eretz Me'elam Moab, parce qu'il vient de la terre et donc automatiquement de la famille de Moab. Le fait qu'on voit souvent que Batsra est lié avec Edom, Rashi va nous expliquer. Étant qu'elle a produit un roi pour Edom, ce Yovav, Atida le Kotem, elle va être punie en même temps avec Edom. Mais c'est Moab. Et donc, quand on parle des malheurs et de la punition qui va arriver, que Hachem va mettre sur Moab, sur Edom, pardon, on mentionne aussi Moab, parce que dans le futur, effectivement, ça va être puni ensemble. Mais ce que Rachel veut nous dire, c'est que Botsra, ça fait partie de Moab. Maintenant, il y a un lien, effectivement, il y a des liens étroits entre Botsra et Edom. Et donc, on trouve des psukim qui nous disent que Botsra va être puni avec Edom. C'est vrai. Mais il n'en est pas moins que Botsra fait partie de la terre de Moab. Et donc, on n'a pas le problème de savoir comment ça se fait qu'il peut y avoir quelqu'un de Edom qui est devenu roi. Non, il n'était pas de Edom. Al-Pi Anal, basé sur tout ça, que Rachid vient dire, étant donné qu'elle a produit un roi, elle va être punie avec eux, avec Edom. C'est pas juste pour nous montrer qu'il y a un lien entre Botsra et Edom. Mais c'est pour répondre à la question, au problème qu'on a, que dans plusieurs endroits, on voit qu'il y a un lien entre Botsra et Edom. Même si c'est techniquement, ça fait partie de la terre de moi. Parce qu'elle va être punie en même temps avec. Donc, ce point-là que Rashi va nous dire, ça va nous aider à comprendre un autre point, un autre détail de Rashi. Donc, maintenant qu'on a établi ça, que Rashi va nous expliquer, qu'effectivement, on trouve plusieurs endroits que Botsra est lié avec Edom, mais c'est uniquement parce qu'il y a eu un roi que Botsra produit un roi pour Edom, et que Botsra va être puni en même temps que Edom, on trouve ce lien. Et on va comprendre maintenant, basé sur cette île-là, on va comprendre quelque chose d'autre. Beraya Shebatsa Moavi, dans cette preuve-là que Rashi ramène, que Botsra fait partie des villes de Moab, et vit Rachid Lachon Akatouv, Baal Karya Baal Botsra, Vesif Vegomer. Rashi nous ramène le pasuk. Il nous dit la chose suivante. Baal Karyot, Baal Botsra, et il dit Vegomer. Il Beraya Bet, alors que dans la deuxième preuve, chez Atidal, il côté même que Moab et Batsra, pardon, va être puni en même temps que Edom. Et Tigra, qui zevach Lachem Batsra, il a uniquement ramené les mots qui zevach Lachem Batsra, les mots Vegomer, sans ramener les mots Vegomer, qui veut dire etc. Le Chor et Framistar, le Chor, c'est l'opposé qui doit être logique. Il faut comprendre que quand on dit Vegomer, etc., ça veut dire que, en fait, la fin du passouk est aussi importante.
pas autant que les mots qu'on a mentionnés, mais ça veut dire il y a le reste. Quand Rachid ne dit pas Vegomer, ça veut dire que c'est uniquement ces mots-là, pas besoin d'aller regarder le reste du pasouk, on se suffit de ces mots-là. Quand, dit le Rabbi, on veut prouver que quoi? Botsra fait partie de Moab. On aurait pu juste ramener ces mots-là qui sont Vakariot, Valbotsa. C'est tout. Shem chez Kariot et Marie Moab, la même manière que les Kariot font partie des villes de Moab. Et la même chose, donc Botsra fait partie de Marie Moab. Hemshech à Passouk, c'est marqué plus tard dans le Passouk, Balkol, Are Eretz Moab, toutes les villes de Moab. Je me Rashi Safat Vegomer, auquel Rashi fait allusion en disant Vegomer, etc. Ou à Kosafat, ça en rajoute encore plus. Très bien. Mais de toute façon, on a déjà cette ville-là, et on a dit que ça va ensemble, ça suffit. On n'a pas besoin de ramener le reste. Par contre, par contre, pour prouver que Batsra va être puni en même temps que Edom, Yachadem Edom, et là, c'est pas juste des mots qui Zavach Lachem Batsra, qu'Hachem va punir Batsra. Le ban uniquement là. Pourquoi? Chez Bainonska Edom, Edom n'est pas mentionné. Donc on ne va pas voir que Edom et Batsra sont punis ensemble. On ne parle uniquement que de Batsra. Et la même Sheikh va Gomer de Passouk. Là où on voit le lien et on voit que Edom est mentionné, c'est justement la continuation du Passouk, où ça aurait pu être sous l'allusion de Vegomer, etc. Vegomer, ça veut dire fini, donc complète le Passouk. Pardon. Il y aura une grande punition dans la terre de Edom. On a besoin du etc. On a besoin de dire, regarde le reste du Passouk, parce que c'est là-bas qu'on parle du fait que Edom va être puni aussi. Donc, Zebach Lachem Batsa, et Batsa va être puni, et aussi Edom. Mais on n'a pas mentionné Edom, et non seulement on n'a pas mentionné Edom, Rachid n'a même pas marqué, etc. Et dans cette preuve-là, Rachid n'a pas ramené les mots Vegomer, etc. Donc, comment ça se fait que on a le Vegomer, là on n'en a pas besoin, c'est-à-dire etc., c'est-à-dire lis la fin du Passouk, là on n'en a pas besoin, et là on en aurait besoin, Rachid le ramène. Comment Rabbi Ovazen? Et voilà l'explication. Mais Mshech Passouk Zavach Lachem Batsa Vetevar Gadol Beretz Edom. Quand on lit le Passouk il nous dit Zavach Lachem Batsa, il y aura un grand sacrifice pour Hachem dans la ville de Batsa. Vetevar Gadol et beaucoup de morts, boucheries si on peut dire, dans la terre de Moab, de Edom. On pourrait lire ça de manière à ce que ça va contredire l'explication de Rashi. Pourquoi? Rashi nous dit quoi? Chez Batsa et Maré Moab. Batsa fait partie de Moab. Mais pourquoi est-ce qu'on le mentionne ici dans ce pasuk Batsa alors qu'on parle de Eretz Edom? C'est parce que, encore une fois, elles sont proches. Moab va donner un roi à Edom, etc. Mais si Batra est une ville qui va être punie effectivement aussi avec Moab, parce que Batra a donné un roi pour Moab, pourquoi est-ce qu'on commence avec Batra qui est secondaire et qu'on finit avec le plus important? Donc le Rabbi nous dit on ne peut pas ramener en premier, ça n'a pas de sens de mentionner en premier la punition de ce qui est secondaire, et non seulement secondaire, mais c'est la conséquence du fait que c'était à Edom. Pourquoi est-ce que Batra va être puni? Parce qu'ils ont donné un roi à Edom, et donc c'est Edom qui est le principal sujet de ce passouk-là. Et donc, la Chameken, après qu'on a parlé de Batra, là, on mentionne les choses la plus importante, et ce qui est la source, la raison pour laquelle Batra va être puni, c'est Edom, la terre de Edom. Donc, dans ce passouk-là, il y a un problème. Alors, ce n'est pas un problème qui est insurmontable. Mais c'est un problème quand même qui nous dit que de ce passouk-là, si on dit que Batra fait partie de Edom, et ne fait pas partie de Edom, pardon, que Batra, ça fait partie de Moab, mais que Batra va être puni uniquement parce qu'ils se sont alliés, associés avec Edom, pourquoi est-ce qu'on parle de Batra en premier et ensuite Edom? Et Batra va être puni en premier et ensuite Edom en deuxième, ça aurait dû être le contraire. D'abord, on parle de Edom qui va être puni, étant donné qu'on parle que Edom va être puni, alors Batra, qui a aidé Edom d'une certaine manière, qui a participé à ça, va aussi être puni, mais pas dans le sens inverse. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas une question insurmontable. Non, on peut répondre à ce problème. Peut-être de manière un peu difficile, mais on peut y répondre. Et on est obligé de dire que c'est comme ça que Rashi comprend le pasuk. Que Vetevar Gadol, cette grande boucherie qui va se passer chez Edom,
c'est pas un Vav Amosif, il y aura Batsra et Edom. Parce que si on dit un et l'autre, parce que là, on a le problème qu'on a dit. On a la question qui est avant, que s'il n'y a pas de sens de commencer avec le secondaire et ensuite de rattacher la chose principale. Donc de dire Batsra en premier et aussi Edom. Alors que ça doit être le contraire. Edom principalement et aussi Batsra. Donc on a obligé de dire que ce vav-là, ce n'est pas un vav qui nous dit et la vav amafsek. Au contraire, c'est un vav qui vient arrêter, faire un stop, une séparation entre les deux. Il y a Batsra qui va être puni. Et indépendamment, il y aura Edom qui va être puni. Maintenant, étant donné qu'il y a quand même un problème, de la manière dont ça se passe, c'est pour ça que Rashi n'a pas voulu rentrer dans ce problème-là, en disant etc., parce que ça va créer un problème, ça va créer une confusion, pourquoi rentrer dans ça? Et donc, il a uniquement mentionné le début du passouk, comme ça va être simple, et le pshat, il n'est pas vraiment important, je dirais, par rapport à notre explication chez nous, dans notre verset. On va faire un point, qui est que Batsra n'est pas Edom. Alors, le pshat dans le passouk, c'est un passouk dans le Shayahu, le pshat dans le passouk Shayahu, on n'a pas besoin nécessairement de rentrer dans ça. À la Inyan Anal, sur cette idée-là, chez le fil Rashi, Rav Yavot Ser Nemar al Kol Azmanim, que d'après Rashi, quand c'est marqué Rav Yavot Ser, que l'aîné va servir le plus jeune, Nemar al Kol Azmanim, c'est quelque chose qui va être éternel pour tous les temps. On peut avoir une question sur ce qui est marqué du début de la paracha. Qu'est-ce qu'on voit au début de la paracha? Au début de la paracha, on voit que Yaakov a envoyé des messagers à Esav. Et Tzivatam, il leur a commandé, il a dit la chose suivante. Voilà ce que vous avez dit à mon maître, à Esav. Voilà ce que ton serviteur Yaakov a dit. La guide l'a donné de dire à mon maître, trouver grâce à tes yeux. Et ensuite, on voit un peu plus tard dans la paracha, chez Yaakov, Shalach Doron Esav, Yaakov a envoyé des cadeaux à Esav. C'est prosterné devant Esav 7 fois. Il appelait mon maître, quand même pas une, plusieurs fois. Il se réfère à lui-même en disant Avdecha, ton serviteur. Tout ça, c'est l'opposé exactement de ce qu'aurait dû être et de la promesse et la bracha qui était donnée à Yaakov, que Esav est le serviteur de Yaakov, pas le contraire. Donc, comment est-ce que il y a toute cette histoire de Yaakov qui joue le rôle du serviteur de Esav, alors qu'à un moment, c'est le contraire. Au niveau du pshat, ce n'est pas une question. On a un kalvachomer, à plus forte raison, qui est quoi? Yaakov avait peur qu'à cause de ces fautes-là, il a été sali par la faute, et donc il a peur que la promesse d'Hachem, promesse qui lui a été faite clairement et par Hachem lui, ne va peut-être pas se passer parce qu'il a perdu la chance à cause de ces fautes-là. Hachem l'a dit, que Hachem a dit, je vais faire du bien avec toi. Et donc Yaakov, quand même, par humilité, avait peur. Donc il a dit, peut-être à cause de cette même raison-là, peut-être que je ne vais pas mériter. Il y a effectivement un névoa, que Rav Yavotzer, l'aîné va servir le plus jeune. Hachanema les mots, quelque chose qui a été dit à sa mère. Allez des Shem par l'intermédiaire. C'est un avis, mais par l'intermédiaire, par Shem. Donc Yaakov a dit, je n'ai pas la confiance de dire que je mérite ça. Au niveau du pshat, ce n'est pas vraiment quelque chose de très important, mais ce n'est pas une question, je veux dire, une question forte, mais quand même, c'est une question. Mais quand même, c'est pas glad, si on peut dire. Pas très, très simple. Étant donné que cette bracha-là qui avait été donnée, que tu vas être le maître de ton frère, que Yaakov a donné qu'Yitzhak a donné à Yaakov. Et là, il n'y a pas de condition. C'est pas marqué quand l'un va descendre. Non. Ou bien que quand le peuple juif va transgresser la Torah, la seule chose qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'Esav pourra rejeter ce jour-là. Qu'on a vu plus tôt. Mais malgré tout, Yaakov reste toujours dans une position de dominance. Comment si Yaakov a pu faire l'exact opposé de la névoie, la bracha qui lui a été donnée. À Tchikalo, ça vaut point, il a appelé ça, va donner mon maître. Ou l'Atzmo Avdecha, il s'appelle de lui, il se réfère à lui en tant que, Yaakov lui-même, Avdecha, ton serviteur. Alors qu'il a reçu une bracha, une promesse, que ça va être le contraire.
Alors au moins, qu'il fasse les cadeaux, qu'il fasse tout ce qu'il faut, il a dit j'ai peur, mais de dire je suis ton serviteur, pourquoi faire ça? Namatsum le Midrash. Maintenant, c'est vrai que le Midrash nous dit chez Yaakov Nenash le cas, qu'effectivement, Yaakov a été puni par le fait que Shalach Malachim Lesav, le fait qu'il a envoyé des messagers à Esav, essayer de l'apaiser, qu'il n'avait pas cette confiance, on peut dire. Car loi Denis l'a appelé Esav mon maître. Ok, il a été puni pour ça. Disons. Donc, moi, je peux quand même parmi, comme on a expliqué plusieurs fois, étant que la vote était le véhicule de la volonté divine. Comme le Moazaki nous dit, tous leurs jours, toute leur vie, pas de temps en temps, pas la plupart du temps, pas des fois ils peuvent avoir 5 minutes de faiblesse. Non, toute leur vie, nous dit le Moazaki. Ça veut dire que chez eux, il n'y avait pas la possibilité de rat de quelque chose de négatif. Et certainement, s'il n'y avait rien de négatif, il n'y aurait pas pu avoir de faute. Ou le fait qu'il y a certaines choses qui nous apparaissent comme des fautes, c'est pas comme nous on comprend une faute. Il y avait quelque chose d'autre là. D'ailleurs, on peut voir dans cette histoire même. Même si Yaakov a été puni par son comportement qu'il a eu avec Esav, comme les Chazal nous disent. Malgré tout, et al final, on apprend de ce comportement-là. Que quoi? Que des fois, effectivement, il faut donner du kavod, si on peut dire un peu de khanifa, ça veut dire que quoi? Il faut beurrer, si on peut dire, le Shem dans ce monde-là pour éviter les problèmes. Donc, il y a du positif dans ce qui s'est passé. On apprend même une leçon. Des fois, on ferme sa bouche, on n'a pas besoin de se prendre pour le patron, même si on l'est. On n'a pas besoin de dire toutes les vérités. Et des fois, il faut un peu flatter le Rechaim, comme Yaakov l'a fait. Et pourquoi si Yaakov l'a fait contraire? Donc ça, le Rabbi nous dit, c'est pas une question énorme au niveau du Pshat, c'est pas une question, c'est pas un grand problème, mais malgré tout, qu'est-ce qu'on apprend de là? Pourquoi? Me voir Chassidut, c'est expliqué dans la Chassidut. Que dans la source, alors racine, Esav est plus élevé que Yaakov. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'est exprimé ici sur terre, dans le fait que Esav est né en premier. C'est le Bechor. Les désirs Yaakov va prinat Esav. Alors le fait que Yaakov va raffiner le niveau d'Esav, mais Yaakov, on allait va me chercher chez Esav. Yaakov va avoir une nouvelle lumière très élevée qui vient de la source de Esav, qui est, comme on l'a dit, Naalem chercher chez Yaakov, qui est plus élevée que la source de Yaakov. Ça vient nous expliquer pourquoi est-ce que Yaakov a envoyé des messagers. Les fanav devant lui à Esav. Amar, il a dit la chose suivante. Voilà ce que vous allez dire à mon maître. Voilà ce que ton serviteur Yaakov. Cette idée de cadeau aussi à Esav. Parce que Yaakov avait en tête, c'était principalement pas Esav, l'être humain ici sur terre, mais le shoresh de Esav, la source d'Esav, Analem Yaakov, qui est plus élevé que Yaakov. Et à ce niveau-là, effectivement, c'est quelque chose qui est plus élevé, donc qui est, si on peut dire, le maître un niveau supérieur à Yaakov. Yaakov est un niveau inférieur à Esav, à ce niveau-là dans le shoresh. Mais, comme le Midrash nous l'explique, en faisant ça, Yaakov s'est rabaissé devant Esav, ici sur terre, devant Esav, l'être humain. C'est pour ça qu'il a été puni. C'est clairement donc il faut dire, chez Gam Pirougé, que même cette explication, qui est chez Yaakov Shalach et Amalachim Badoron, les sages le matin, que Yaakov a envoyé ses messages et les cadeaux à Esav ici sur terre. Même ça, on peut le comprendre basé sur Pnimutanim. Donc, ce n'est pas juste qu'il a fait un Yanou Rochani. Au bout du compte, Tachlis, c'était Yaakov l'être humain, avec Esav l'être humain. Il y a eu cette interaction qui s'est passée. Donc, il doit y avoir une raison pour laquelle ça s'est passé, et ça s'est passé de la manière dont ça s'est passé. La Bible, c'est voilà l'explication. En ce qui concerne pour gagner le mal et pour le raffiner, il y a de manière générale deux choses à faire, deux directions. Une manière de faire ça, de transformer le mal, c'est quoi? Révéler, faire briller une lumière très forte. Les mevarer, celui qui va être dans l'action de raffiner le mal, va amener vers le midbarer, celui qui est raffiné, une grande lumière
une lumière très forte et très élevée de Gdusha. Et des Eshaor Meir Betoker. En ayant cette lumière forte, qu'est-ce qui va se passer? Tout le mal, tout ce qui est négatif va disparaître. La lumière chasse l'obscurité. Et donc, les lumières, le bien qui était là, le positif, peut maintenant s'élever et retourner dans le monde de la Gdusha. Ça, c'est une manière de faire les choses, qui est, si on peut dire, de l'extérieur, en allumant une lumière qui va faire disparaître cette obscurité. On fait la bête une autre manière. Beder itlapshut. C'est en s'habillant dans le mitbarer. C'est-à-dire, Hanuvarer Yoren Mata, la personne qui va transformer, raffiner, se rabaisse. Les makom vers cet endroit, vers l'endroit de la personne qui a besoin d'être raffinée. Et tu as besoin encore plus que ça. Ou des fois, il va s'habiller dans les vêtements de la personne qui doit être raffinée. On se met dans les chaussures de l'autre, si on peut dire, pour pouvoir se mettre à son niveau, pour pouvoir le transformer. Et en s'impliquant avec cette personne-là, qu'on veut transformer, changer, on transforme le mal en bien. Chacun de ces deux moyens, soit de l'extérieur, soit de l'intérieur, si on peut dire, a un avantage par rapport à l'autre. En ce qui concerne le mevarer, la personne qui va être celui qui raffine, il y a un avantage dans la première manière de faire les choses. C'est-à-dire, ce raffinement-là, ce processus de transformation n'implique pas et ne demande pas que le mevarer, celui qui va raffiner, qui va transformer, se rabaisse. Parce que c'est une transformation qui se fait de cette manière, que le mevarer, celui qui va transformer, se tient séparé de la personne qui va être transformée. La seule chose qu'on fait, c'est de l'extérieur, de loin, si on peut dire, on allume la lumière. Par contre, de la deuxième manière, qui est qu'on va s'habiller, on doit s'impliquer avec la personne qu'on va se transformer. On sait que quand quelqu'un va se battre avec un rachat, il peut être influencé par ça, rabaissé. Donc, le mevarer, la personne qui va transformer, va se rabaisser et doit se rabaisser par rapport à sa madra qu'il avait avant. Et ça peut même des fois causer un certain problème, le fait qu'il va être, il va perdre peut-être de sa qualité, de sa mal. Donc ça, c'est du côté du mevarer. Le mevarer perd en s'impliquant directement avec la personne qui va être transformée. Mais en ce qui concerne le midbar, en ce qui concerne la personne qui va être transformée et changée, d'abord, on le perd, c'est exactement l'opposé. La première manière, comment est-ce que la première manière, c'est quoi? C'est qu'on allume la lumière. Qu'est-ce qui se passe? On a révélé quelque chose, mais ça ne transforme pas la personne de l'intérieur. La transformation se fait comment? On repousse, on annule le mal. On met la lumière, donc l'obscurité est chassée. Mais qu'est-ce qui se passerait si on éteignait la lumière? Ça reviendrait. Donc on n'a pas vraiment transformé les choses. On a repoussé l'obscurité. Mais il n'y a pas vraiment une transformation qui a été faite. Par contre, la deuxième manière, que la personne va s'impliquer, c'est-à-dire que la personne va s'habiller dans ses vêtements, va te communiquer, va parler, va te transformer, va éduquer. Donc s'implique avec le midbarer, la personne qui va transformer à son niveau-là, on a une influence sur la personne qu'on veut transformer. La personne telle qu'elle est arrête de s'opposer à la Kedusha. C'est une transformation profonde et qui vient de l'intérieur. Maintenant, le but de tout ce qu'on fait, la Torah et les mitzvot, c'est quoi? La Torah dit, c'est de faire la paix dans le monde. C'est quoi la vraie paix? La vraie paix, c'est pas juste un cessez-le-feu. La vraie paix, c'est que le minagel, l'opposant, l'adversaire, se transforme et maintenant fasse la paix. La même chose qu'on parle de faire la paix dans le monde. On ne parle pas de la paix dans le monde au niveau qu'il n'y ait pas de bataille, bien sûr, c'est important, mais la paix dans le monde, que dans le sens que le monde ne soit plus en contradiction avec Hachem. Le monde, Olam, ça met le mot de Elam, cache. Le monde cache le divin. C'est-à-dire que le monde s'oppose au divin. Quand je vois quelque chose, je vois un ordinateur devant moi, j'ai l'impression de ne pas voir Hachem. L'ordinateur me dit, attention, j'existe, je suis là. C'est une stira, c'est une bataille contre le divin. Attends, si je veux transformer ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on a besoin de faire
Yesh la'asot shalom ba'olam. On a besoin de réconcilier ça, de faire la paix. C'est-à-dire, Shaolam itapech l'ikdusha, que cet ordinateur de moi, cet écran que j'ai devant moi, devienne, à mes yeux, transformé en kedusha. Il n'y a rien d'autre que je puisse faire avec cet ordinateur que le service d'achat. Parce qu'il n'a pas d'autre but. De la même manière que la Torah a voyagé et descendu ici sur terre. Mais est s'habiller dans les choses qui sont liées à l'arbre du bien et du mal, c'est-à-dire des choses de notre vie. La Torah s'implique dans qu'est-ce que je peux manger, est-ce que je peux mélanger la viande, des questions d'argent, des histoires avec des menteurs et des voleurs, etc. Qu'est-ce qui se passe maintenant qu'on a la Torah est descendue sur terre dans des concepts, c'est-à-dire dans des concepts terrestres? Qu'est-ce qui se passe? On a une transformation du monde, de notre monde terrestre, de notre réalité, on a séparé le bien et le mal. Et il peut y avoir une irida où effectivement on est dans les vêtements de quelque chose qui n'est pas comme il faut. Pour pouvoir arriver au vrai inyan de égalité qui est la Géoula. Béro à Klipa, raffiner la Klipa, justement comme c'est marqué, mise ba medam, qui vient de Edom, mais Batsa qui vient de Batsa. Égalité la Sholechlouk. Et donc, qu'est-ce qu'il faut avoir ça? Qu'est-ce qu'il faut avoir? Égalité qui veut dire devenir sale, qui vient chol, et que si on peut dire, c'est de quoi la Shrina est descendue dans un endroit sale, la Shrina est descendue dans le monde des clipotes. Et dans ce monde des clipotes-là, le peuple juif est en exil, la Shrina est en exil pour pouvoir transformer et raffiner tout ça. Ça, c'est de manière globale. Une chose pour les tzadikim. Tzadikim dominent le Boram, tzadikim ressemblent à leur créateur. C'est-à-dire, chez Yordim, les familles madrigatam, des fois, ils sont obligés de descendre de leur madriga. Au mitlapshim el busha midbar, ils ont besoin de s'habiller dans les vêtements de la personne qu'ils essaient de transformer. Ici, il faut qu'ils se mettent dans le monde de la personne qu'ils essaient de transformer. Je connais des fois, effectivement, ils ont besoin de réparer la descente. Cette descente qui s'est faite parce qu'ils sont descendus dans un niveau, il y a quelque chose qui va leur arriver, si on peut dire, et ils ont besoin de travailler sur ça. Je vais donner un exemple, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais il y a un din que si quelqu'un a fait un mauvais rêve, il y a une définition de mauvais rêve dans l'halakha, et qu'il a eu ce rêve Shabbat, il peut jeûner Shabbat. Mais il faut qu'il jeûne un autre jour pour se faire pardonner du fait qu'il a jeûné Shabbat. Donc il y a des fois effectivement des choses qui sont nécessaires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences, même s'il faut le faire. Donc des fois les tzadikim vont se rabaisser dans un niveau parce que c'est là où ils ont besoin d'aller, même si ça va leur coûter d'une certaine manière, c'est pas grave, ils vont le faire. Tout ça c'est pourquoi que dès les malettes à Kamna pour pouvoir accomplir la volonté d'Hachem, la Sot Shalom Ba'alam, de faire la paix dans le monde, paix dans le monde, ça veut dire quoi encore une fois? Rétablir cette brisure qui a été faite entre Hachem et le monde, où le monde nous donne l'impression qu'il s'oppose à la présence d'Hachem. On va faire la race 55. Rabbi rajoute un autre point dans ça. La même chose dans la rida, dans la descente en galout. C'est pour pouvoir transformer l'obscurité de la galoute elle-même. Chidush qui a, bon, ce qu'on dit de Milech Chachamim, Marbim Shalom Baolam, on ramène un pasouk, et donc Rav Shalom, la paix, beaucoup de paix, c'est plus fort que la Sot Shalom, de faire la paix Baolam. Shalom Stam, quand on dit de faire juste la paix, ou à Biro d'Olam, on raffine le monde. Le monde est le LM, cache les choses, et on enlève ce qui cache. Rav Shalom, ou à Biro de Galo Shugam Meneg Legdusha. Rav Shalom, c'est quoi? C'est non seulement on réconcilie le monde comme il était à l'époque du Beth Amikdash, si on peut dire quand tout va bien, mais dans la Klippa même, on arrive à quelque chose d'encore plus profond, plus fort, qu'on a transformé la galoute, on a transformé la Klippa, si on peut dire cette galoute-là, qui est quelque chose qui s'oppose à la Gdusha. Bien sûr, la galoute, c'est contraire à la Gdusha. Toutes les difficultés qu'on a pour faire la Torah et des mitzvot, etc., pour se lier avec Hachem, qui est justement par la force qu'on a dans la galoute, et c'est pour ça que le peuple juif est envoyé en galoute, pour pouvoir raffiner, non seulement transformer, allumer la lumière, mais avoir un impact profond. On revient dans le texte d'Asicha. Ça, c'est la raison pour laquelle Yaakov s'est rabaissé devant Esav.
לא רק לגבי שורש עשיו, pas juste devant la source de עשיו, on a dit ברוחניות spirituelle, אלא כפי שלעומת עשיו, ici, bas sur terre. אף על פי שבאמת צריך להתקיים רב ויבוצר. Bien que normalement, on dit que ça aurait dû être à Esav de se rabaisser, parce que Esav est censé servir Yaakov. Malgré tout, Yaakov s'est rabaissé. Pourquoi? Je les mots à bureau d'Esav, parce que quand est-ce qu'on peut vraiment transformer Esav, le raffiner? Quand Esav quand Esav de par lui-même, que Esav lui-même dit, je suis d'accord. Rav Yavotse, l'aîné doit servir le plus jeune. Et pour pouvoir accomplir ça, il aurait fallu que, qu'est-ce qui se passe? Laura Kabirub Dergilo, et pas juste allumer la lumière. Encore une fois, allumer la lumière, ce n'est pas une transformation, c'est une transformation sur le moment. Et ça avait inspiré. Mais la gamme il a fallu que le Mevarer, Yaakov, s'habille, si on peut dire, se mette au niveau de Esav. Il faut qu'il descende. Yaakov a besoin de descendre du niveau. Et d'ailleurs, ça lui a causé une certaine perte. Il a été puni pour ça. Mais c'était une étape nécessaire à faire. Et ça s'exprime pour nous dans notre histoire. Le fait que Yaakov s'est rabaissé par Esav. Et Dafka par ça, Esav a dit quoi? À ce que tu as. Quand on a la brachot, ici, Chazon dit Rashi le ramène, ici, Esav a admis le fait que Yaakov a les brachot. Mais la bracha, et ça inclut la bracha aussi, qui est avec vers l'achicha. Tu vas être le patron de ton frère. Ah, le biroussa begulu shelat la voix. Ça, c'est une préparation. Fait qu'on arrive au raffinement d'Esav qui va être à l'époque de Mashiach. Avo il a donné, c'est quand c'est mentionné dans la paracha, où je vais rejoindre mon maître à Seir. Au moment où on va monter sur le mont de Tzion, on va juger Esav et Hachem sera le roi à éternité.